Et pour commencer, on va écouter la parole de Nada Awad, qui est chargée du plaidoyer au Community Action Center de Jérusalem. Nada Awad documente et sensibilise sur les violations israéliennes à l'encontre des Palestiniens de Jérusalem. Auparavant, vous avez occupé, Nada, différents postes au Liban et en Palestine, tels qu'à l'Institute of Palestine Studies ou encore au Jerusalem Center for Legal Aid and Human Rights. Vous avez également été bénévole dans des camps de réfugiés palestiniens au Liban et vous êtes enfin diplômé de Sciences Po Paris. Nada, je vous laisse le micro. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet de la table ronde à travers le cas des Palestiniens de Jérusalem. Et pour commencer, je voudrais vous raconter une petite anecdote. En 2007, quand je suis arrivée en France pour faire mes études, je suis allée à la préfecture et à la préfecture, j'ai donné mes papiers, un document de voyage israélien, un document de voyage jordanien, et j'ai dit que j'étais palestinienne. À la préfecture, la dame, elle n'a rien compris. Elle m'a dit « Excusez-moi, vous avez des papiers palestiniens ?» J'ai dit « Non, mais je suis palestinienne. » Et c'est juste pour vous expliquer le statut très bizarre des Palestiniens de Jérusalem qui, aujourd'hui, depuis 1967, nous vivons sous une occupation et suite à l'annexion de Jérusalem-Est par Israël en 1967, l'occupation en 1967 et l'annexion en 1980, nous vivons sous des politiques d'occupation très difficiles que je vais essayer de vous expliquer de manière succincte, même si c'est très long, d'expliquer la politique israélienne envers les Palestiniens de Jérusalem-Est. Pour commencer, je vais vous parler de l'objectif démographique 2020 pour Jérusalem. C'est un objectif démographique qui vise à maintenir une majorité juive de 60%. Donc nous, les Palestiniens de Jérusalem, ne devons pas dépasser 40% de la population de Jérusalem. Et afin de ce faire, bien sûr, il y a des politiques totalement illégales qui sont mises en place. D'abord, il y a la colonisation de Jérusalem-Est. La colonisation de Jérusalem-Est, il y a 15 colonies illégales dans notre région de Jérusalem où habitent 210 000 colons. Mais aussi Israël, à part la colonisation agressive qui se passe à Jérusalem-Est, transfère aussi les Palestiniens de la ville et met en place des politiques qui permettent d'arriver à augmenter la population juive israélienne et à diminuer la population palestinienne de Jérusalem. Cette infographique, nous l'avons fait aussi pour éveiller sur ces politiques en mettant des statistiques. Je vais vous parler de deux politiques succinctement. L'une, d'abord, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi ce titre que nous avons, quel statut qu'on a. Nous sommes résidents de Jérusalem, c'est-à-dire que nous ne sommes pas citoyens de notre propre ville. On est traités comme des immigrés à Jérusalem. C'est-à-dire qu'on a un titre de séjour qu'on appelle permanent, sauf qu'il n'est rien de permanent en réalité. Nous sommes 300 200 Palestiniens de Jérusalem qui habitons sous le risque de se faire révoquer ce statut. Nous avons la résidence à Jérusalem est donnée comme un privilège aux gens de Jérusalem et non pas comme un droit inhérent. Ce statut que j'ai, que vous pouvez voir en bas, c'est la carte d'identité israélienne. Ce n'est pas le passeport qui est au-dessus, qui est réservé aux Juifs israéliens. La carte de résidence que j'ai est révocable sous le droit israélien. Et afin de diminuer la population de Jérusalem, de ses citoyens palestiniens, il y a eu 14 500 révocations de permis de séjour et 11 000 se sont passées depuis 90. Entre 90 et 2015, il y a 11 000 Palestiniens qui ont perdu leur permis de séjour à Jérusalem. Et cela se fait à travers plusieurs critères pour révoquer la résidence, qui s'est fait graduellement. Avec le temps, nous avons eu de plus en plus de politiques plus strictes afin de révoquer la résidence des Palestiniens de Jérusalem. En 67 et jusqu'en 95, c'était vivre en dehors d'Israël pendant 7 ans ou obtenir le passeport ou un statut permanent à l'étranger. Donc moi, quand je vivais en France pendant un moment ou que je vis à l'étranger, je cours le risque de perdre ma résidence. Et à la fin, c'est pour ça que je suis rentrée en Palestine, de peur, parce que j'aurais pu continuer à travailler et vivre à l'étranger, mais de peur de perdre ma résidence et de me retrouver complètement apatride. Mais depuis 1995 à aujourd'hui,
nous avons un nouveau critère qui est le critère de centre de vie. Le centre de vie veut dire que même si je vais vivre à Ramallah, qui est aussi un territoire occupé, ou à Bethléem, en Cisjordanie, qui est à 10 minutes de chez moi, je risque de perdre ma carte de résidence et je risque de perdre tous les avantages, qui veut dire même rentrer dans ma propre ville. Aujourd'hui et depuis 2006, nous avons travaillé sur une campagne contre la révocation des permis de séjour sur base de manquement d'allégeance à l'État d'Israël. C'est absolument absurde parce que moi, je suis sous occupation, nous sommes une population occupée, nous ne devons pas d'allégeance sous le droit international à l'État occupant. Cependant, depuis 2006, il y a 13 résidences qui ont été révoquées sur cette base de manquement d'allégeance, sans définir ce que veut dire le manquement d'allégeance à l'État d'Israël. Donc c'est la société civile qui a commencé à travailler sur ces situations qui nous inquiètent beaucoup. Et depuis 2006, la pétition à la Cour suprême israélienne qui questionne ou qui défie l'autorité du ministre de l'Intérieur de révoquer la résidence sur cette base se trouve à la Cour suprême. Il y a aussi d'autres politiques, telles que la réunification familiale, qui visent à diminuer le nombre de Palestiniens à Jérusalem, pour que si je veux épouser quelqu'un de Cisjordanie, pour qu'il vienne vivre à Jérusalem, pour que moi je ne perde pas ma résidence si je vais vivre en Cisjordanie, l'homme doit avoir 35 ans. La femme, pour faire la demande de réunification familiale, doit avoir 25 ans et plus. Il faut que prouver le centre de vie, donc plein de documents pour dire qu'on vit à Jérusalem, et ne pas être un risque sécuritaire, ce qui ne veut rien dire parce que n'importe quelle personne de la famille qui a un risque sécuritaire ne permet pas à la personne d'avoir une réunification familiale et de vivre ensemble dans leur ville. 20% des demandes de réunification familiale entre 2000 et 2013 ont été refusées sur base de sécurité. Et depuis 2006, nous n'avons pas le droit à la réunification familiale avec Gaza. Donc les couples Gaza-Jérusalem, impossible. Mais c'est aussi une situation où les Israéliens essayent, à travers la colonisation, mais aussi à contrôler l'espace. L'espace est très important. Les Palestiniens à Jérusalem-Est, donc la région où les Palestiniens vivent, ils n'ont pas le droit de construire sur plus de 13% des territoires, sont planifiés pour leur construction. 35% de Jérusalem-Est est planifié pour les colonies. Donc on peut imaginer que déjà les territoires sont très petits. Et comme on peut voir sur cette carte, ça c'est les régions palestiniennes, pleines de colonies sont autour. Il y a une pénurie incroyable parce que de logements pour les Palestiniens, parce que les Israéliens ne donnent pas de permis de construction. On estime à 43 000 logements de pénurie pour les Palestiniens. Les dernières années, on a reçu juste 7% des permis de construire pour les Palestiniens, 93% aux Israéliens. Donc vous pouvez comprendre que les Palestiniens, quand ils construisent illégalement, selon le droit, parce qu'ils n'obtiennent pas de permis, qui coûtent extrêmement cher, plus de $30 000, on démolit nos maisons. Donc si vous voyez les statistiques, c'est 641 maisons démolies entre 2004 et 2016, qui rend 2358 personnes déplacées de force. Il faut rajouter toutes les pressions psychologiques qui rendent la vie très difficile à Jérusalem et les humiliations. Comme vous pouvez voir sur cette image, ça c'est tous les jours à Jérusalem. Se faire arrêter, se faire demander les papiers, se faire humilier, c'est quelque chose qu'on vit au jour le jour. Donc face à cette occupation qui dure depuis 1967, que signifie la résistance? Que signifie la société civile? Qu'est-ce qu'on essaye de faire et quels sont nos moyens? Résister, c'est d'abord et avant tout rester à Jérusalem, c'est persévérer dans sa ville, continuer à vivre même malgré toutes ces pressions et malgré toutes ces politiques et toutes ces lois. Le rôle de la société civile, c'est aussi de pallier à l'absence de cette représentation palestinienne qui n'existe pas. À Jérusalem, l'État palestinien ou l'autorité palestinienne n'a aucun pouvoir, aucun. Donc les Palestiniens vivent sous occupation d'un côté et de l'autre côté, ils vivent sans représentation légitime qui demande leurs droits ou qui va dans les cours, etc., pour demander les droits des Palestiniens. Donc la société civile a un rôle énorme à jouer à Jérusalem pour pallier à ce manque de représentation. Depuis des décennies, nous avons adopté le droit international comme arme. Donc, depuis, nous travaillons sur la légalité, sur l'illégalité des politiques et la documentation des violations des droits de l'homme, en adoptant le droit international humanitaire, le droit international en général, parce que le droit international humanitaire, parce que Jérusalem est une ville occupée, et donc le droit international est
possible d'utiliser le droit international humanitaire. Mais aussi, on lobby beaucoup auprès des Nations Unies, auprès du Conseil des droits de l'homme et les pays tiers qui ont des responsabilités vis-à-vis les violations qui se passent, que les Israéliens commettent à Jérusalem. Et donc, on essaye, en documentant les violations, d'arriver à recourir à la justice internationale pour mettre fin à cette impunité israélienne qui dure depuis très longtemps. Mais nous avons beaucoup de défis. D'abord, la répression de la société civile par l'occupation. C'est-à-dire que beaucoup de nos amis sont en prison administrative. Beaucoup de gens se font arrêter parce qu'ils sont activistes, parce qu'ils travaillent dans la société civile, parce qu'ils ont un engagement. Beaucoup d'associations sont fermées par Israël, les associations qui travaillent pour lutter contre l'occupation. Les défenseurs des droits de l'homme sont menacés. Dernièrement, les gens qui ont envoyé des dossiers pour la Cour pénale internationale sur les violations israéliennes se sont fait menacer de mort. Les associations palestiniennes telles que Al-Haq. Mais aussi, nous faisons face à une frustration énorme de la population qui voit continuer ces violations en toute impunité, l'absence de volonté politique internationale, mais aussi la complicité de cette communauté internationale qui ne fait rien face aux violations que nous vivons au jour le jour. Aussi, quand nous allons aux Nations Unies ou même dans les instances de droit, qui sont censées être des instances de droit de l'homme, nous faisons face à la politisation de ces instances, parce qu'à la fin, c'est aussi des diplomates, c'est aussi la politique. Et enfin, nous sommes financés par l'étranger qui met aussi ses conditions et ses critères au financement, qui rétrécit de plus en plus. Donc juste pour conclure, l'objectif démographique et l'urbanisme sont au cœur de la colonisation à Jérusalem et mènent au transfert forcé de la population. Mais la résistance, c'est de persévérer dans sa ville et le rôle de la société civile est majeur malgré les défis et malgré le fait qu'on sent que ça n'avance pas et ça ne s'améliore pas. Merci. Merci Nada Awad. Je sais que c'est pas facile de faire ça en 10 petites minutes. Passons et écoutons. Il y aura un temps de questions-réponses après les interventions qu'on va écouter. Passons à l'intervention de Nermin El-Sherif, qui est architecte, qui poursuit un master de sciences à l'Académie arabe des sciences et technologies au Caire, en Égypte. Je l'ai dit, Nermin a fondé le projet The Other Maps of Egypt, dont on va parler, je pense, une plateforme transdisciplinaire en ligne qui vise à ouvrir le débat sur les représentations cartographiques des villes égyptiennes. Le pourquoi, le comment, je pense qu'elle va nous l'expliquer. Nermin. Hello. I'm sorry, I'll have to speak in English because my French is not that good. I'm so glad that you started with the question of what does it mean to be politically active, because I honestly don't know. And I have no idea what does the term activist mean. All I know is that we start with reconsidering what we have been told and conceptualizing what we've been taught in the first place, and we reach conclusions, and then we're all messed up. What next? How to stand in front of this hegemonic idea of we are what we are. I graduated in 2012 and I studied architecture, and it was 2012, 1 year after the revolution. Everyone was having high hopes of working and doing slum upgrading, building up the country, etc. And I started working in some companies that work in slum upgrading, and we were constantly working with maps. Maps that state that this is a slum, and these are the boundaries of the slum, and that we have to find some legislative situation to uncall it a slum, to rename it into another name. And everyone was discussing law, but no one was discussing the map in the first place. Who did it? Who drew it? What does it mean to us? And to me, it was also like the same time. It was August 2013 when the curfew happened in Egypt. And then everyone was stopped from walking in the street. And the city was absolutely controlled by the military. And you cannot simply go outside of your home after 6 p.m. But what happened was that there were some cyber protests, people spamming the websites of this CAF, or all agreeing at the same moment to comment on Facebook, etc. And this all made me consider what
This is an O that I'm not responsible of. Oh, this is from Cairo. I was so much interested in discussing Cairo and studying how is the city being controlled. So I was thinking of working on what are the tools of controlling a city like Cairo. How can you stop people from walking in the street? And what does that mean? And present as well. And it was basically a question of like, how are you controlling a city that you don't know? How are you controlling a city that you don't map? So it was more of a question of who produces the map, and then the representations, all S's are somewhere else. And there were a lot of questions about the internet, and the internet activists were sitting from home tweeting or writing posts, etc. And what does this mean? Can it be used as a tool of control or a counter-control in many ways? And what did the internet produce in terms of images and imagery and other representations of the city that are related to a digital age? I had more questions about the internet as another space of the city and if it can be used as a space of resistance, and what does this mean? So that was basically my thesis. It was seeing Cairo through its maps from ink on paper to digital screens. And what does this city mean between those two representations, the maps that are produced over the internet and the maps that were produced online? This pushed me to go further and start looking at what are the maps of Cairo. Surprisingly, the archive of maps in Cairo, the Société de Géographie, is located inside the parliament, and you cannot enter unless you have many, many, many permits, and you're asked many, many, many questions. Why are you interested in maps? And you enter inside and you find this interesting map that looks a lot like Istanbul, but surprisingly it's Cairo, with onion domes and ships flying over the land. And you find this huge archive of how the city was being made and mapped, usually by people who are not from the city. Cairo was heavily mapped by colonial powers or nationalist states. It's never mapped by its people, because this is like the map, some of the maps I found, the first objective map of the French expedition. These were the maps of Egypt in other ways. Although we had a huge legacy of cartography up to the Idrisis maps, they were all maps of the world, of the universe, maps with the sea monsters eating each other and stuff like that. But our maps of the city were all more verbal or more into the songs that were sung by the people. We did not develop a mean of representation, of scientific, objective, cartographic representation by which the world later on defined what is a border and who is the citizen of what. This map of Egypt that we see with a line separating it from Sudan, which is absolutely banal because you can clearly see how Nubia is one body ethnically and geographically, and then there is this line, and that says that this is Egypt and this is Sudan. To me, this was all very interesting in my research, but and I had a lot of questions of how does this research doesn't stand at it being, as you said in the morning, a thesis that no one would ever read. I work in the German university in Cairo. And this is also a very interesting map I found, speaking in the morning when Farah was speaking about the local elites and how did they produce the maps and how did they produce knowledge by after the opening of the Cairo University. This one was a very weird map. No one in the Société de Géographie knew who did it. It's in the archive. No one knows what's about it. And it simply says that it's a map that is probably made by Egyptian cartographers, the earliest sect of them being graduated went to Cairo University and starting to do their own maps. But it's absolutely based on the map of Napoleon. So there was never knowledge that is produced from scratch. It was always, as you see here, a transparent paper that has the base of the colonial map and the additions of what the Egyptian elites, academics have found by that time. And you can also still see how the map is being repeated a year after the other. This is a map that is in the 1990s produced of Cairo, and the red signs are important buildings. No one knows what is important and what is not important, or according to whose measures it is important or not. But you can simply see the map, and you can simply see the boundaries of Cairo, and that's it. You have to accept it, and you have to live with it. You have to live with the green areas are the beautiful ones, and the yellow areas are not.
or etc. These are some maps that started emerging online that started telling other realities. The earlier map in the legend that you would read, Cairo is a safe place. And they use a verse of Quran that says that Egypt is a very safe country. But this is a map of sexual harassment that if you Google, you would realize that it's not really a safe place. And that you can see that by that time, I was so much enthusiastic. Oh, the internet offered us a place to say other realities, to show up other stories. But after my research, I'm a bit skeptic as well about that conclusion. Other maps, for example, of protests. And by this map, you can see not only that the space has changed, but what is being mapped is changed. It is no longer the map that designates the boundaries of the space, but it's a map that shows events. Who killed who, when. The legend pushes you into a set of endless media, from YouTube to SoundCloud to newspapers, etc. This is more bigger. This is a map of DDoS, which is the digitally. It tracks the digital attacks on websites. It tracks what information is being blocked by which country at when. And to me, it was eye-opening that our understanding of boundaries and borders, and how do I understand a citizen of Cairo, as being a citizen of Cairo, has absolutely changed now that you belong to this huge era of algorithms, and that where do you belong in such a map? And yeah, that was basically the time when I was so much in love with the internet, but this happened. And we were internetless in many ways for a few days before Mubarak steps down. And not only this, also like all the statistics about the use of the internet. I realized how much that all of the people whom I know, who are so much enthusiastic, are simply speaking to each other. We're not really speaking to any other one on the street. A vast population of the Egyptians doesn't even know how to read or write. What about Twitter? And what about Facebook? And how can they reach further? So my question was how to push this critical investigation of the making of the place, and accordingly the making of the citizens of the place, beyond the internet, and to stop speaking of the digital maps as tools of emancipation and seriously start working on something else. I was also wondering what could other or counter maps be. I started working, I currently teach at the German University in Cairo in the Department of Architecture, and I make a course about maps and mapping. It's called the Other Maps of Cairo. But for my field work, because still the university is extremely not militarized, but controlled, and you cannot say everything in the university, and still your audience is very limited. You only speak to upper middle class Egyptian students who speak good English and have internet connections, and if you don't say anything, they will reach information anyways. They are privileged with the access to knowledge. But wider sects of the Egyptians don't really have that. So I started working with something called Ihki Ya Tarikh, which is a history workshop initiative that works on social history and creates social history workshops in different governorates. The first place we worked in was Port Said. As many of you might know, that the Suez Canal was how the city was made. It's a city that was basically a result of the change of the map, and the map has played a major role in its making. All the maps of the city were drawn by the biggest experts from France to London to everywhere, all of them speaking of how the money flow will change in the world after the Suez Canal is made. Everyone is speaking of how great will the trade lines benefit, and how vast would globalization grow by that time. But no one really discussed how would the city built, and who built it, and in what terms. This is a map that shows the post offices, the consulates, and it totally omits a huge sect of the city, which was called El Hayy Al Arabi, or the Arab village. It was the slums where the Arab workers, who are basically Egyptians, all the way from Upper Egypt to the north, brought forcibly, unpaid, to build this city. And you can clearly see that the map seriously omits them. If you can see, it's only this part up there, and it's taken off. It's not worth it. This is still another map of Port Said.
in 1914, as well by a German atlas, and still it doesn't really focus about the Arab consulate. It still puts the village, the European quarter, where all the businessmen from Europe have lived. Surprisingly, this is the map from the archive of the Egyptians, and this is the map that the Egyptians drew, and what they did was almost the same. They just translated the terms, mostly because most of them were working in the Société de Géographie, and all of their mentors, all of their educators were French who established this institution in the first place. And you can clearly see that all what they did is that they wrote Hayy al-Arab, or the Arab neighborhood, and they left it empty. As well as how is the city being remembered as a very colonial, beautiful city, even in the nationalist era as the product of Abdel Nasser, or afterwards during Sadat as the city of free trade. The imagery of the city, how is it being remembered? How is it being placed on postcards? How is it even the wars of the city are being constructed? I'm so much over my time, I'm sorry. Are absolutely in favor of the state narrative of a city that is great. And to me, these two images don't really differ, because this was the image used by Al-Ahram to state how the people of Port Said suffered and how the army saved them. But honestly, this wasn't really the truth. We started working on, we started working on another mapping project. I can take off the sound because, and it was more of us trying to map this area in terms of a bigger context. So on the other side, you can see the map of the world and the map of Egypt, and you can see how the map was constructed with the workshop researchers, who are basically non-academics. Most of them are community members, young people interested in history, journalists, artists, and poets. And the map was made basically of memoirs of the people. The legend was reconsidered. The legend no longer looks at the built environment, but it looks at the personal stories of the people. It looks at the state narratives and what does it mean, and how do they stand against each other. This was the timeline that shows the map, and this was the map of Cairo, and the map of Egypt, and the map of the world below. I can probably skip this. No. And you can clearly see here how was the map kind of reconstructed to show the stories of the people. This was made as an installation in an art center, and it stayed for a year until, fortunately, 2 weeks ago, the art center was closed by the police because it is no longer a nice thing to have people. And by the end of the workshop, we asked city residents to come and also start pinning their own memories and memoirs from their personal archives to the map. Yeah, and that's it. This was one trial to make it. And I have also other trials in other cities, but I thought this abides to the time. And I'm 3 minutes more. Sorry. Merci beaucoup, Nermine. C'est vrai toujours que c'est compliqué de tenir les temps sur des sujets aussi denses. Passons très rapidement. Je vais laisser très rapidement la parole à Swala Shenbani, qui est médiateur et formateur à l'emploi, Centre d'innovation pour l'emploi et le reclassement social à Marseille, et également fondateur d'une association une association culturelle qui s'appelle Impartial Industrie. Swala. Bonjour. Avant de commencer, je voudrais remercier quand même Romed pour l'invitation. C'est pas évident de toujours donner la parole à un jeune. Donc je vais essayer de me présenter. J'ai pas eu l'occasion de faire un PowerPoint comme mes deux collègues précédents. Je m'appelle Shenbani Swala. Je suis ce qu'on peut appeler un jeune lambda des quartiers nord de Marseille. J'ai un parcours assez varié. J'ai eu la chance en 2010 de créer une association culturelle. Pas pour m'engager, pas pour devenir militant associatif, juste pour avoir un lieu où on pouvait se rencontrer avec des amis d'enfance, parce qu'on en avait deux qui faisaient un peu de musique. Et c'est vrai que pour des jeunes, avoir accès à la culture, à des salles de répétition, à des studios d'enregistrement,
ou même juste des miroirs pour se voir quand on répète, si on fait juste ou si on fait faux, c'est déjà assez compliqué. Donc, par le conseil de personnes plus expérimentées que nous, on s'est monté en association. Et l'association du territoire, le centre social du territoire, était un centre social géré par la Fédération des AIL, Ligue de l'enseignement. Nous les avons rencontrés pour une aide, pour demander de l'aide, comment monter l'association, comment développer l'association. Et finalement, on a trouvé beaucoup plus que ça. On nous a parlé de projets pédagogiques, on nous a parlé de rythme de la jeunesse, des problématiques liées à la jeunesse. Et on se sentait concerné par ces types de problématiques. Comment vivre, comment ne pas avoir des préjugés sur nous, comment pouvoir se développer, mais sans forcément faire plus que ce qu'on souhaite faire. Nous, on voulait juste faire de la musique. Donc, très rapidement, en développant l'association, je me suis intéressé au social, au monde du social et à la jeunesse. J'ai eu la chance de faire de ma passion un métier, parce que je suis très vite devenu un animateur. Et j'ai compris que pour mon équilibre personnel, c'était important de rester dans ce domaine d'activité, pouvoir apprendre à travers les autres, en donnant aussi ce que j'ai pu apprendre. L'association a très vite pris de l'ampleur, puisqu'on a remarqué qu'il n'y avait pas forcément de lieu où on pouvait donner la parole à des jeunes, ou pouvoir juste tendre la main pour dire nous on a une salle, ben, si vous voulez répéter, ne répétez pas dans le froid, venez répéter chez nous. Donc finalement les adhérents, c'est venu très vite, on a eu beaucoup de bénévoles et de personnes qui se sont engagées. Et au bout de 2 ans, en 2015, nous avons ouvert un espace de parole qui était une web radio. Donc la culture urbaine et la jeunesse c'était un peu délaissé, c'était pas forcément quelque chose qui attirait soit les médias, ou souvent quand on parle des jeunes dans les médias, c'est soit il y a un problème ou soit on lui a donné un discours à lire. Donc c'était beaucoup plus facile pour nous pour les attirer. Je dis les attirer, mais j'étais aussi très attiré. Donc pendant plus de 3 ans, nous avons développé une web radio où on pouvait laisser la parole aux jeunes, et c'est surtout un lieu et un moyen de valorisation. Donc toutes les personnes qui pouvaient faire de la danse, qui pouvaient faire du chant, qui avaient un talent ou sans forcément pas de talent, mais qui voulaient parler de ce qu'ils aimaient voir ou parler, ils pouvaient venir parler. C'était transmis en direct sur les ondes, donc leurs parents pouvaient les écouter. Et on a beaucoup travaillé avec les collégiens et avec les jeunes des centres sociaux pendant les périodes de vacances. Donc finalement, vous avez tous les quartiers, ils aiment parler, ils aiment parler d'eux, ils aiment parler de leur quartier, ils aiment parler de leur vie. Et je pense que quand on laisse les gens s'exprimer, on a une vision un peu plus juste de la réalité, puisque finalement, c'est eux qui parlent de leur lieu de vie et de leur mode de vie, et qui parlent de eux. Donc à partir de cette expérience-là, j'ai décidé de monter un projet qui est parlons avec les jeunes et pas à la place des jeunes. Donc on s'est mis en partenariat avec une association sur Paris pour créer 2 événements dans l'année. Ce sont des manifestations, mais la manifestation est simplement un prétexte de rencontre. Donc si nos adhérents aiment le foot, aiment le sport, aiment la danse, aiment le handball, peu importe ce qu'ils aiment, on le met dans cette manifestation pour qu'ils viennent, et à travers cette manifestation, nous essayons de parler avec eux, connaître leur mode de vie, connaître leur quotidien, qu'est-ce qui manque, est-ce qu'ils sont à l'école, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils sont au chômage, pour que dans les 6 mois à venir, en attendant la 2e manifestation, on puisse les accompagner, discuter avec eux et essayer d'améliorer leur cadre de vie. Depuis maintenant plus de 2 ans, j'ai eu la chance d'intégrer un centre de formation pour l'emploi et le reclassement social comme formateur en VSP, en vie sociale et professionnelle, pour un public d'allophones jeunes. Donc je reçois un peu des jeunes de tout horizon, que ce soit des pays de l'Est, que ce soit du pourtour méditerranéen, que ce soit du Maghreb, que ce soit de l'Afrique noire. C'est ce que vous voyez à la télé, hein, les demandeurs d'asile, les réfugiés politiques, toutes les personnes qui viennent à Marseille ou qui viennent en France pour trouver soit une vie meilleure, ou soit, je pense que vous avez vu l'actualité, hein, ou soit qui fuient tout simplement la guerre. Et moi, mon véritable objectif, c'est comment s'intégrer socialement et professionnellement à travers l'emploi, à travers j'ai oublié le mot, je suis désolé, et à travers l'investissement. Comment on peut se développer
à travers l'investissement, l'emploi, et comment aussi bien choisir son emploi. Parce que finalement, l'emploi est aussi un projet de vie. Finalement, c'est peut-être au travail où on passe le plus de temps dans la journée. Et j'ai eu la chance de faire de ma passion mon emploi. Et je dis à toutes les personnes qui veulent s'engager, vous ne pouvez qu'y gagner. On ne peut pas perdre en s'y engageant. Soit on développe des compétences, soit on prend de l'expérience, ou soit on fait des rencontres qui nous permettent d'avancer et surtout de aussi faire avancer les personnes qui sont autour de nous. Quand ça m'arrive de donner des cours, à la fin du cours, je me rends compte que j'en apprends plus que ce que j'ai pu donner. Donc au niveau de l'engagement, si je pouvais témoigner de quelque chose, c'est de ça. On peut partir d'une zone urbaine sensible, de quartiers appelés difficiles. Ce n'est pas une justificative, ce n'est pas un prétexte pour soit ne pas réussir ou soit simplement dire je viens de tel endroit, donc c'est normal que je n'ai pas réussi. Si je pouvais parler de manière concrète de ce qui se passe dans le cadre de ma formation, je suis dans le cadre de mon emploi des jeunes de tout horizon, mais on se rend compte qu'une fois sortis de la classe, qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes? Donc si on peut les mettre en contact avec un stade de foot pour qu'ils puissent pratiquer une activité culturelle ou sportive, qu'on le fasse. C'est des choses qui ne nous coûtent rien et qu'on maîtrise. C'est aussi comment mettre à disposition les choses, nos compétences, ce qu'on a maîtrisé, ce qu'on a pu apprendre à l'école, ou même ce qu'on connaît à travers un contact, à celui qui en a besoin, et vice-versa. Pour ma part, j'en apprends énormément à travers des rencontres comme celle-ci. Je n'hésite pas à poser des questions à des professionnels beaucoup plus aguerris que moi, ou beaucoup plus expérimentés que moi, mais pour cela, il faut déjà les connaître, il faut déjà les rencontrer, discuter avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. Au niveau de mon expérience, je n'ai pas forcément un cursus scolaire très développé. Je ressors d'un bac mécanicien poids lourd, d'un BPGEPS animation sociale et des formations complémentaires qui sont la vie en citoyenneté, comment s'épanouir socialement et professionnellement. Et finalement, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai pu développer, c'est à travers le plus gros de ce que j'ai pu développer, c'est à travers les échanges. Comment bien cerner un discours, comment développer son discours à travers les rencontres qu'on peut faire. Donc moi, au niveau de mon engagement, c'est comme ça que j'ai pu me développer, comment j'ai pu développer mon association. Au démarrage, mon association était une association culturelle qui avait pour objectif de permettre à tous ceux qui le souhaitaient, vraiment à tous ceux qui le souhaitaient, peu importe la tranche d'âge, d'avoir accès à la culture. Peu importe la culture, peu importe la thématique, mais leur donner accès à cette culture. S'ils veulent faire du cinéma, qu'on réfléchisse à comment on peut les amener vers le cinéma. S'ils veulent faire de la radio, comment les amener à la radio. Et doucement, l'association change comme nous, on change. Je n'étais pas pareil à 19 ans comme je le suis maintenant à 25 ans. Donc les objectifs de l'association changent continuellement. Et c'est vrai, là, on est beaucoup plus axé sur le reclassement social. Comment améliorer le quotidien d'une personne, que ce soit à travers l'emploi, que ce soit à travers les rencontres ou à travers les activités et les rencontres. Je pense qu'on apprend énormément à travers les rencontres et on se développe à travers les rencontres et à travers l'autre. Je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux et c'est ce qui peine un peu mon association aussi, puisqu'on ne fait pas énormément de communication. Mais c'est vrai que la rencontre de personne à personne, c'est ce qui nous touche le plus au sein de notre association. Et on peine en termes de visualisation et d'information. Ça veut dire, même si vous allez sur Internet, vous tapez un parcelle industrie, c'est sûr que ça va être difficile de voir un peu tout ce qu'on mène. Pendant les 3 ans, on avait ouvert un site web qui était le site de la web radio. La web radio a dû fermer parce qu'il y avait un problème dans le local. Il n'y avait pas une issue de secours. Donc comme il n'y avait pas l'issue de secours, on empêche depuis maintenant plus de 2 ans. C'était 50 jeunes peut-être dans la semaine qui passaient pour discuter. Donc au lieu de trouver une solution, on a trouvé un moyen beaucoup plus simple. On nous a fait fermer la radio. Donc j'espère qu'à travers le travail qu'on fait avec la Ligue de l'enseignement, à travers d'autres partenaires, à travers d'autres rencontres, on pourra continuer à se développer comme on le fait aujourd'hui. Si ça ne vous dérange pas, je vais laisser le micro. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
10 minutes, 5 secondes, hein. T'es bon. Hein. Un petit tour de débat avec un petit tour de questions-réponses avec nos 3 intervenants. Je ne sais pas où est le micro en question, il va arriver. On a déjà pris un poil de retard, mais on va s'arranger avant d'évoquer la citoyenneté en temps de conflit. Peut-être, donc du coup il y a un micro qui débarque et il y a une question par là. Hello, I'm a student from Sciences Po Paris, campus de Menton, and I'm here on behalf of Babel Initiative, and I have a question for the research of the other maps of Egypt, and I would like to ask, you said that the lack of maps created the lack of borders, which is followed by the ambiguity of the idea that, like, where do we belong? Because if you don't have a map, you don't know where you belong. But can't we also say the lack of borders created the lack of maps? Because if you don't have something to draw on, then what are you going to draw? Because we don't know where the borders are, so we cannot draw a map on it. So that's the question that I had after I listened to your research. It's like a chicken-egg situation. I didn't really mean that the lack of map means that we don't know what are the borders. I'm just questioning the idea of the border and who draws it in the first place. I think we know where we belong to without any need for a map. And it's not a prerequisite to understand our own citizenship or belonging to any idea or whatever, but it's the map that defines, for example, that Nada can't fly from a place to another, or that she has to carry a passport that isn't really the way she defines herself. So the making also of this borders and the normalization of it, and that they are there, and we have to design our lives in a way that abides to that rule, and to accept everything in the same way, to me requires really a critical distance from it. It's like, why? Who said that line is here? And it might sound like a very senseless discussion that, what do you want? You want to redraw the world? I have no idea, but I want to put the idea of redrawing the world on the table. Maybe someone is interested somehow. Jean-Paul. Bonjour. Juste une remarque à propos de Jérusalem. Moi, j'ai beaucoup apprécié évidemment l'exposé. En plus, c'est vu de l'intérieur avec toutes les difficultés immenses qu'on peut comprendre et imaginer. Mais juste un point, c'est que la conclusion, en réalité, c'est que malgré tout ce que vous avez décrit, la population palestinienne dans l'ensemble de la ville de Jérusalem, Est et Ouest, ne cesse en pourcentage d'augmenter. Au lendemain de 1967, ce pourcentage, pour des raisons qu'on ne va pas expliquer trop parce que ce n'est pas la même superficie, était de l'ordre de 26%. Et aujourd'hui, nous sommes pas loin de ces 40%. Et c'est sans arrêt en train d'augmenter. Autrement dit, la résilience palestinienne à Jérusalem, malgré tout cela, continue avec force. Je voulais préciser ça. Par là au fond. Ouais. Je pose la question. Okay, I have a question for Nermeen. Thank you very much for your presentation. It was very, very interesting. And if I understood correctly, the point that you are trying to make is that maps, like the counter maps that you were proposing to do, is just another way to tell multiple social realities that go against the official discourse. So my question is, why take the cities as the unit of analysis or of work? Why not the regions, or why not the Hawari or Ahya quarters? Or
Yeah, I totally, up to working at any scale. This was the available scale because I work with this initiative. I already have worked in other cities like Alexandria and on some, but it stopped for some funding reasons in Nubia and because also of the protests that happened very soon. But there is always constraints that stop me, like how can I make that? It requires time and it requires a lot of research done before it and a lot of data gathering. So yes, I totally agree. It can be done from the scale of how is a house being designed to the scale of how is the continent of Africa being divided. So, and even the sea in many ways. So I think it's applicable to any space. Hi, and thank you very much. I just have a very quick question. There is, I will try to make it in English, but sorry, my English is not very good, okay? So there is a Tunisian initiative which is called Alter Maps. This is not counter maps, but Alter Maps. And this initiative, which is conducted by a Tunisian association, consists of establishing new maps with indicators or statistics very often hidden by the government or the institutions, and they have managed to get the help of about 100 young people in Tunisia to try to make kind of photographies, if I may say, of what's happening in Tunisia. My question is just, do you know anything about this initiative, or do you have some other knowledges or informations of this kind of initiatives in other countries? Well, I'm not really in contact, or I haven't really known about them. Thank you for telling me about them. I will definitely Google them. But as far as I know, that there is no critical discourse on maps in Egypt in the sense of let's do another map. Not because that the people are not aware of it. I guess there are many scholars aware of it, but it's because of the feasibility of working on that. As I said, it's very hard to access the archive of maps. It's considered a very politically weird thing. For this map in Port Said, for us to do it, we wanted to do it in the street, in the neighborhood of the Arab village, but the police said clearly, no, go away. And we had to print not satellite images, not Google Maps, because this was very suspicious to them. We had to abridge it into diagrammatic map that doesn't really look like a map. So there are a lot of political constraints, at least in Egypt, where I know about and I come from, that stops a lot of people of... Très rapidement, deux dernières questions, une ici et il me semble qu'il y a ici et ici après. Très rapidement, allez-y. Sorry, another question concerning the maps, which can be linked to Palestine, I think, because I know that in Palestine, just a statement of a name for a place is already a political statement. I mean, if you say Temple Mount or Haram al-Sharif, already says a lot. I have a question, who named the places in Egypt? I mean, you talked about maps, but who gave their names? Well, it happened, as far as I know, it happened on different phases. At the very beginning, all streets and alleys had names. Before, the first objective map was that of objective and scientific, was that of the French expedition, and it was basically done to control the city and to take off the walls that were closed by the alleys, because prior to that there was no government. It was only security happened according that there is a fatawa in each and every alley, and that people pay for him so that he protects them, etc. And by after also the French expedition and the settlement of the modern state in Egypt, that police had to be there, these doors
has to be taken off. And then they just copied the earlier names that the people called, like the neighborhood of the coppersmiths. So it's called Hayy Nahasin, as it is. But the places that were of political significance, like the citadel, and the road that, for example, Khedive Ismail decided to make to connect the citadel to the new place of the throne, it was called Muhammad Ali, which is his grandfather. So like there were like the major names, the major arteries that were made by the state were named by the state with political connotations. But the neighborhoods that no one really cared about remained in their names, and people even sometimes changed them. Moi, j'ai une petite question pour Sohaila Shenbani. Il y a quelques jours, j'ai donné un cours avec des étudiants à Aix sur ce qu'on a appelé les Occupy Social Movements, sur la diffusion des 10 printemps arabes, au mouvement des Saint-Denis en Espagne, Occupy Wall Street, etc. Et après, donc, nous avons parlé des Nuits debout et des Nuits debout à Marseille. Et une des étudiantes nous a parlé un peu de la tentative qu'il y avait eu de faire bouger Nuit debout du Vieux-Port, du Cours Julien au quartier nord. Et en fait, je voulais vous demander donc, comment vous avez vécu ces mobilisations depuis votre association. Et parce que tout à l'heure, vous avez dit, nous, on essaye de faire parler les jeunes des quartiers au lieu de faire d'autres personnes parler au sujet de ces jeunes. Donc, comment vous avez vécu ces mouvements-là? Est-ce que vous avez participé? Est-ce qu'il y a eu des mobilisations depuis votre association? Non, du tout, je n'y ai pas du tout participé. Non, je n'y ai pas du tout participé. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'au niveau de mon association, les personnes qui viennent, on travaille énormément aussi à la demande. Ça veut dire que c'est vraiment des problématiques presque qui viennent de la part de nos adhérents. On est arrivé à un moment où on s'est rendu compte que la plupart de nos adhérents, on leur demandait un investissement sur le plan social et sur les associations, mais dans leur quotidien, soit ils ne travaillaient pas, soit ils n'étaient pas à l'école. Ça veut dire avant même de commencer à essayer de les investir énormément sur tout ce qui existe en termes de mouvement, il fallait déjà pouvoir travailler sur eux, leur mobilité à eux, sur comment eux peuvent se développer. Et c'est vrai que sur ce sujet-là, on n'y était pas du tout. Très rapidement, une dernière question de notre amie libyenne, juste ici. Hello, on behalf of all my colleagues from Libya, we want to thank you very much for this opportunity, and it's a very interesting talk, exchange of experiences. I have two questions. Sorry, to the lady from Egypt about maps. I am a Libyan architect doing my PhD on the history of societies in Tripoli, and it's a very similar situation that we're dealing with. My two questions. Firstly, can you tell us a little bit about how awareness of social history can affect our perception of citizenship and borders? Does it affect our perception and understanding of it? My second question is, how do you believe globalization is diminishing the power of borders, or is it exaggerating the differences between the societies? Okay. These are very big questions. I'm not sure if I'm like the one to answer them. But first, yeah, I have like this experience with the Social History Initiative. Till now we worked in 3 governorates in Egypt. Of course, this is not to be generalized on the whole entire situation anyways. But of course, I think that just putting on the table that there are other sources of history, the other sources than that the states have produced, that there are other ways of understanding whom we are and how do we live. And if you do this in these workshops, we were like working with 20 people every time, or like sometimes 30, but I think they themselves become agents of questioning further stories, and especially when you work in governorates that have some dual or more than 2 natures of history, you know, 2 versions of history, like in Nubia, for example, where there is a huge who said what, where, why, when, and etc. Port Said, Alexandria.
So, of course, to what extent, I don't know. I'm not a social scientist to answer that. I don't know how can it change, but I'm sure it changes something, of course. Regarding globalization and speaking of the internet, basically, well, I think that this thing that we are now here, people from different parts of the world, and we are speaking of that, of course, this is something, and that's what I guess globalization gave us, you know, that you can go from another part to the other part, you have more technology, but I don't really understand what is the limitations are still the same, because there are some huge money people who are governing everything and they don't want it to be a happy place, and there's still greed and there's still hunger and there's still poverty and war everywhere in the world. You just see it in a clearer version, and you have to live with the fact that you know more, which is more terrible and more beautiful at the same time. But I don't have some serious answers for that. That's how I feel about it. That's it. Merci, merci beaucoup. On est légèrement en retard, mais on peut continuer la discussion évidemment à l'extérieur, et après on prendra tous un café vers 4h30 après la deuxième table ronde. Merci à tous les trois. Merci Nermine, merci Nada, merci Souila pour nous avoir éclairé et avoir témoigné un peu de vos expériences particulières. Léger battement de 5, un peu moins, entre 5 et 10 minutes on va dire, avant d'évoquer la deuxième table ronde, la citoyenneté en temps de conflit, où on accueillera entre autres Roula Nasrallah, journaliste et auteur de documentaires sur la situation des réfugiés de Syrie. Merci encore à tous les trois.